Bonjour et bienvenue à l'épisode 7 de Paroles de la Louisiane. Moi, je suis Amanda Lafleur et mon partenaire ici, c'est Ryan Langley. Le but de ce programme, c'est de présenter le français louisianais en contexte. Aujourd'hui, on va entendre Madame Elta Hazelton parler des traditions de noces. Cet enregistrement fait partie de la collection du réalisateur de films Glenn Peet. Aux années 80, Glenn a enregistré des francophones un peu partout dans la Louisiane pour sa série de radio Les raconteurs cajuns et créoles. Madame Hazelton en était une. Madame Hazelton a été née à Lance-Bourbeuse dans la paroisse évangéline. Elle était aussi maîtresse d'école à Châtaignier. En fait, c'était la maîtresse de ma mère quand elle était au premier livre à l'école. Pas de bêtises. Comment tu crois, ouais. Enfin, premier livre, ça veut dire premier grade ou première année à l'école. Oui. Ça fait Astor, elle va nous décrire une noce typique dans le temps de son enfance. Allons voir. Quand une fille et un garçon déclarés, ça voulait dire ils ont demandé la permission du père et de la mère de la fille pour se marier. Une fois ça s'était fait, eh bien, ils ont été à la maison de cour acheter la licence. Et là, ils ont emmené la jeune fille, le père et la mère et le garçon qu'elle devait marier, l'auraient emmené dans les boutiques et elle a acheté son habillement de noces. Et dans ces temps-là, les robes ne sont pas tout faites, soit la mère ou quelqu'un dans la famille aurait cousu pour la marier. Et tout ce qu'elle a acheté pour sa noce était payé par le jeune homme qui devait la marier. Et le jour de était toujours l'après-midi. Et nous qui étions invités, dîner de bonheur. Et là, on allait tout droit sur les parents de la mariée. Et là, comme ça, on voyait la mariée, les filles d'honneur et les garçons d'honneur partir pour aller se marier. Et le marié et la mariée étaient dans le bouquet en avant. Là, dans le deuxième bouquet, c'était la première fille d'honneur et son garçon d'honneur. Et là, la deuxième, la troisième, combien ils en viennent, ça dépendait. Des fois, c'était plus que 3, des fois, c'était moins. Et le dernier bouquet, c'était un homme et une femme mariés. Et ça allait pour surveiller la partie. Et là, un question marié, eh bien, ça revenait. Et dans la même ordre qu'ils ont parti. Et naturellement, quand ça arrivait, eh bien, il y avait quelqu'un pour emmarrer le cheval du marié. On était tous là pour les féliciter. I don't have time. On était contents de les voir et on les embrassait, on les hop toujours. Et là, ça coupait le gâteau. Il y avait beaucoup de gâteaux et plein de vin pour tout quelqu'un. Et toute la famille, des bébés jusqu'à les grands-pères et les grands-mères qui pouvaient toujours marcher, on allait tout aux noces. Un vrai trésor pour les classes d'histoire, hein? Absolument, oui. Oui, toute qualité de détail là-dedans. Elle avait une bonne mémoire, elle. Ça c'est vrai. Allons parler d'abord des formes de verbes qu'on a entendues. On s'aperçoit que Mme Hazelton utilise une conjugaison de verbes à la troisième personne du pluriel qu'on n'a pas encore discuté ici. Les formes comme « ils en vions » pour « ils avaient » ou « ils estions » pour « ils étaient ». Oui, le « on » c'est une vieille forme qui n'existe plus en français standard aujourd'hui, mais on entend toujours dans les provinces acadiennes au Canada. Des années passées, cette conjugaison était fréquente, surtout dans les régions de la Louisiane et où il y avait des grandes populations de souches acadiennes. On disait par exemple au présent, ils mangeons, ils parlons, ils avons. Ça se disait par chez toi, hein? Oui. Ouais. Mais à cette heure, ces formes-là sont un peu plus rares. C'est surtout dans l'imparfait qu'on entend le final « on », et surtout avec les verbes « être » et « avoir ». Ils étaient devient ils étions en Louisiane. Ils avaient devient ils en vions. Ceci dit, la conjugaison que tout le monde connaît en français standard existe aussi en Louisiane. Astor a noté que dans l'emploi des verbes de Mme Hazelton, on entend aussi
quelques formes du conditionnel passé. A dit par exemple, quelqu'un dans la famille aurait cousu la robe. Le père, la mère, le garçon auraient amené la fille dans les boutiques. Ici, il s'agit d'un emploi du conditionnel passé dans le cas d'un passé hypothétique, comme Madame Hazelton qui parle des noces en général et pas de ses souvenirs d'un noce en particulier. Elle emploie l'imparfait et ce conditionnel passé ensemble dans son récit. Oui, ça fait penser à ce que les Français appellent le conditionnel journalistique, qu'on utilise pour parler d'un fait ou d'un événement qui n'est pas à 100% vérifié. Allons parler un petit peu du vocabulaire. Oui. Quand elle était petite, Madame Hazelton dit que les invités dînaient de bonne heure afin de voir les mariés et leur cortège passer pour aller à l'église. Oui, le dîner. Le dîner en Louisiane, c'est ça qu'on mange le midi. Et le matin, on mange le déjeuner. Et le soir, on soupe, comme un peu partout dans l'Amérique francophone. Le monde de Québec n'aurait pas de problème à comprendre quand on parle du dîner ni des boutiques. Tous les ts et du qu'on entend, c'est un phénomène que les linguistes appellent la sibilation. Ça arrive quand un occlusif comme un d ou t rencontre un son de voyelle comme i ou u, comme dans les mots dire ou Dire. ou naturellement. Oui. C'est intéressant que ce trait de prononciation existe surtout dans les paroisses évangélines, Saint-Landry et les Avoyelles. Dans les paroisses de souche acadienne comme Vermillon ou par chez toi, par exemple, on l'entend pas. Non, jamais. Toi, tu dirais dîner. Dîner. C'est un peu comme au Canada où la sibilation distingue souvent l'accent québécois de l'accent acadien. Et en parlant de nos liens avec le Canada, il y a une autre affaire que les Canadiens, surtout les Acadiens, vont reconnaître dans le langage de Madame Hazelton. C'est comme le verbe amarrer. Ah oui. A dit, il y avait quelqu'un pour amarrer le cheval. Amarrer, c'est un terme maritime, mais en Louisiane, ça a devenu le terme général pour attacher. On ne dit pas, par exemple, attacher ses lacets, on dit à quelqu'un d'amarrer ses souliers. D'autres termes maritimes font partie du vocabulaire de tous les jours en Louisiane. Par exemple, plutôt que de conduire une voiture, on va naviguer un char. Oui. On ne dit pas qu'on est prêt à faire quelque chose, on dit qu'on est pareil. Et si on change de direction, même si on n'est pas sur l'eau, on dit qu'on a viré de bord. Là où les vestiges de cette histoire maritime deviennent bien intéressants, c'est dans les noms de lieux qui sont loin de la côte. Madame Hazelton venait de Lance-Bourbeuse dans la paroisse évangéline qui est loin de la mer, en plein milieu de la prairie. Oui. Oui, Lance-Bourbeuse, c'est pas une once traditionnelle avec de l'eau, mais il faut réimaginer le terrain. Pensez à une prairie où l'herbe est haute et ça bouge, ou ça grouille, comme nous autres on dit en Louisiane. L'herbe est après grouillé avec le vent, puis imaginez qu'il y a un bois, des arbres qui entourent cette prairie, un peu comme la terre entoure de l'eau d'un os. C'est ça, c'est que la relation entre la prairie et les bois rappelle la relation entre l'eau et la terre. Oui, c'est ça. Une belle métaphore. Hein? Il y a plusieurs communautés en Louisiane avec des noms comme ça. La pointe aux chênes qu'on a vue dans l'épisode 6 se trouve sur la vraie côte. Et une pointe est littéralement une pointe. Une pointe de terre dans la mer, mais la pointe de l'église, dans les prairies de l'ouest, c'est le bois qui formait une pointe métaphorique. Bon, je crois qu'on a terminé la présentation des éléments dans l'extrait de Madame Hazelton et c'est l'heure de parler un petit peu de l'application pratique dans la salle de classe. Oui, ça fait la première chose qu'on me fait penser, c'est ça me fait penser à d'utiliser des choses comme ça, des enregistrements qui parlent de la vie dans le temps, pour les contenus même, comme pas juste pour
pour montrer aux enfants les petites blagues, les petites choses, les petites chansons, les choses comme ça, mais pour leur donner un petit peu de contenu aussi qui parle de comment la vie était différente, comment ça a changé. Donc, comme dans les sciences sociales, des classes d'histoire. Absolument. Comme les traditions, comme par exemple avec mon grand-père, lui, il était élevé sur un chaland, ce qu'on appelle un houseboat, ici en Louisiane. Eux n'avaient pas d'électricité, ça fait eux avaient pas de glacière, ça fait pour préserver le lait, par exemple, eux avaient besoin de mettre ça dans un petit pot bon, un petit jar, et eux amarraient une corde là-dessus et eux mettaient ça dans le fond du bayou pour le garder frais. Et une autre chose, c'est que mon grand-père était piageur et pêcheur. Ça fait, il m'a montré à mailler des carrelets. Et ça c'est, il y a beaucoup de vocabulaire, il y a un tas de vocabulaire là-dedans qui est, on pourrait dire que c'est le vernaculaire, c'est tout basé sur les mots maritimes, comme mon oncle pêchait les palanques, par exemple. Et il m'a appris les mots pour ça, les enchappes, ça c'est où il y a des hameçons amarrés sur le palanque. Et il y a des calons qui calent le palanque. Il y a non seulement un vocabulaire, mais il y a toute une série de pratiques. Exact. Qu'il faut connaître et qui sont intéressants à documenter et connaître. Je peux voir pourquoi ça serait peut-être quelque chose qui ferait un petit peu peur aux enseignants qui viennent d'ailleurs, parce qu'il y a tellement de vocabulaire là-dedans qui est un peu peut-être pas standard ou peut-être pas comme, peut-être juste nouveau pour eux. Mais quand même, il y a l'histoire qui raconte, il y a une histoire là-dedans qui parle de la vie, comment c'était. Et comme ça, on pourrait partager avec les enfants parce que ça, c'est quelque chose qu'on peut-être on perdrait si on ne partage pas. C'est ça, tous ces documents-là, des documents-là, je parle des médias, des enregistrements, etc., mais tout ça, en tant que documents authentiques, sont riches, ce sont des bijoux, des trésors. On parlait l'autre fois des traitements et des traiteurs, et on sait que certains des traitements traditionnels, on découvre de plus en plus en science que ces choses-là ont une vraie valeur. Absolument. Donc il y a toute une possibilité de connaître ou de découvrir ces affaires-là à travers ces documents authentiques. Et pour ce qui est la Louisiane, enfin ce qui est la localité, c'est que ce sont des documents en français. Oui. Et donc, on manquerait ça si on n'avait pas la langue comme outil pour décoder ou déchiffrer ces secrets. Hein? Oui, absolument. On ne devrait pas manquer la chance de partager avec les élèves les traditions qu'on peut faire une connexion avec les choses comme des choses. Si on parle de quelque chose en sciences sociales et on a une tradition comme ça ici en Louisiane, pourquoi pas prendre la chance de partager avec eux? C'est ça. Et si ça rencontre une difficulté linguistique, eh bien, il faut foncer. Absolument, oui. Pourquoi pas? On va découvrir ce que ça veut dire. Et il faut se rappeler aussi qu'avec cette réalité qui est triste, mais on est appris de père d'Astor, la dernière génération qui a appris à parler français à la maison comme langue maternelle. Et avec ça, on va perdre aussi les traditions. Et ça veut dire que c'est à les enfants qui sont avec nous autres à cette heure de devenir comme le porteur de la tradition qui va faire continuer la tradition dans l'avenir. C'est ça. Mais ce sont des petits et ce ne sont pas des personnages folkloriques, n'est-ce pas? Ils évoluent, ils agrandissent dans un monde qui inclut les médias, l'Internet et tout ça. Donc, toute la francophonie fait partie de leur communauté aujourd'hui. Oui, on vit dans un monde plus global. C'est ça. Et donc, le français qu'ils vont parler va être influencé par ce monde extérieur. Ce français va être influencé par
des phénomènes d'évolution naturelle. Si nous autres, en anglais, on ne parle pas comme Shakespeare, on ne parle pas comme du monde du 19e siècle, c'est tout naturel que ces jeunes-là ne vont pas parler comme leurs arrière-grands-parents ou le monde avant ça. Ce n'est pas un problème. On va essayer de faire en sorte que cette langue française puisse s'épanouir. Mais ça ne veut pas dire qu'on va pas mettre Shakespeare à côté comme un chien farouche. Tout à fait. Mais ça veut dire qu'il y a toute cette information, toute cette tradition qui est là, qui est enregistrée, qui est bien documentée, qu'on peut, même comme on fait avec Shakespeare, on peut l'étudier pour faire des connexions en sociales, sciences, anglais, pour préserver, pas juste préserver, mais pour promouvoir cette tradition qui est vraiment aussi en train de mourir. C'est ça, et justement apprendre les éléments du langage local, du vernaculaire louisianais, ça nous donne les outils, ça nous donne la clé pour ouvrir toutes ces portes et pour accéder à toutes ces ressources. Et naturellement, on aura besoin de ces ressources. Toujours les historiens, tous les gens qui regardent le passé pour aider le présent vont pouvoir accéder à ces ressources-là s'il y a quelqu'un qui prend la peine d'apprendre notre moyen de parler à nous autres. Comme je dis avec mes enfants souvent, on étudie le passé pour mieux comprendre le présent. C'est beau. On aimerait remercier notre ami Glenn Peet de Côte Blanche Productions qui nous a fourni cet extrait de sa conversation avec Madame Elta Hazelton. Les autres entretiens de la série Les raconteurs cajuns et créoles sont disponibles en ligne à cajunmovies.com. On vous remercie d'avoir passé ce temps avec nous autres et on espère peut-être qu'on se verra à la prochaine fois. Au revoir. Au revoir.